Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Assurance santé pour tous et création prochaine d'une chaîne parlementaire. 2 mesures prises en Conseil des ministres commentées au cours du point de presse hebdomadaire des membres du gouvernement. Le taux de pauvreté est retombé à 31% pour la période 2008-2014, une déclaration du ministre de l'économie et des finances à l'ouverture d'un atelier sur le développement durable en Mauritanie. Le commandant de la MINUSCA salue la détermination du contingent mauritanien au cours de l'opération Bekpa 2 dirigée à Bambari contre l'unité de la paix en Centrafrique. Merci d'être avec nous. Tous les Mauritaniens qui le désirent vont donc pouvoir désormais accéder à une assurance santé. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé ce soir au cours du point de presse sur les résultats du Conseil des ministres. Sidi Mohamed El Maham a par ailleurs évoqué la création prochaine d'une chaîne parlementaire et le transfert de la chaîne El Mahadra de Radio Mauritanie qui sera intégrée au bouquet d'El Mauritania. Sidi Ahmed Beyilatou. Plusieurs ministres ont commenté cet après-midi les résultats du Conseil des ministres. L'une des mesures importantes prises par le gouvernement concerne la généralisation de l'assurance santé à tous les citoyens. La CNAM retirera chaque mois 2,5% du salaire de l'assuré. Les montants objets de retrait vont de 200 à 600 ouguiya selon le revenu de chacun. Le Conseil des ministres a également décidé le lancement d'une chaîne parlementaire consacrée à la transmission des débats à l'Assemblée nationale. La nouvelle chaîne sera logée à Al Mauritania, aux côtés des chaînes culturelles et sportives. Il y avait aujourd'hui un décret portant création d'une chaîne parlementaire spécialisée pour renforcer le principe de représentation des pouvoirs, la promotion du travail parlementaire et le renforcement de la démocratie. Pour sa part, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a expliqué les mesures prises pour lutter contre la fraude de l'électricité. La loi adoptée par le Parlement vise la criminalisation de la fraude de l'électricité. Le texte prévoit des peines lourdes contre les fraudeurs. Je pense qu'il est normal de réprimer tout acte contraire à l'intérêt général. Le Conseil des ministres avait examiné et adopté 5 projets de décret au cours de sa réunion hebdomadaire. La revue nationale volontaire des objectifs du développement durable fait l'objet d'un atelier de concertation à Nouakchott. Objectif, faire le point sur l'évaluation faite de la mise en œuvre des objectifs du développement durable en Mauritanie depuis l'intégration de la revue dans la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Cyril Sidibé. La Mauritanie face aux ODD. C'est le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre qui entend faire un état de lieu du pays dans la promotion du développement sur la base d'un ensemble d'indicateurs définis par les Nations Unies. Le rapport issu de cette réunion sera présenté aux Nations Unies en juillet 2019. Nous allons présenter notre rapport au Forum politique de haut niveau prévu en juillet prochain à New York. 3 aspects seront vus. D'abord, les objectifs sur lesquels nous avons progressé, ceux sur lesquels nous avons en retard mais des mesures sont prises et ceux sur lesquels nous n'avons pas encore eu d'avancée notoire. Dans ce cadre, nous allons partager l'expérience de notre pays avec les autres pairs qui présenteront aussi eux-mêmes le rapport volontaire à New York l'année prochaine. Entre autres objectifs de la revue nationale volontaire des objectifs du développement durable pour la Mauritanie, le renforcement de la gouvernance. La revue nationale volontaire aidera également les pays à renforcer les politiques et les institutions nationales, à mobiliser le soutien de toutes les parties prenantes et à créer des partenariats pour la mise en œuvre des ODD. Pour sa part, la représentante de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, elle a réaffirmé l'importance de cette rencontre et ses attentes notamment en termes de propositions dans la mise en œuvre de l'agenda des ODD. La liste des rapports qui ont été déjà présentés par les pays a montré que malgré les efforts réalisés, les progrès dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable sont encore bien trop lents et que l'agenda 2063 du continent n'est pas suffisamment pris en compte dans ces rapports. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, le bureau de la CEA pour l'Afrique du Nord se réjouit aujourd'hui de pouvoir partager son capital d'expérience et d'expertise
pour accompagner le gouvernement mauritanien dans cet important exercice de préparation du rapport national volontaire. Ce dernier devrait contribuer à renforcer l'appropriation et la participation effective de tous les acteurs, la coordination entre les institutions et enfin construire des politiques publiques plus cohérentes. Président de la rencontre, le ministre de l'économie et des finances a rappelé que les progrès réalisés par notre pays ont encore besoin de suivi, d'entretien et de soutien. D'où l'intérêt d'une évaluation continue et objective, a-t-il recommandé. Mokhtar Ndiaye a souligné que la revue permettra de porter l'accent sur les avancées vers les objectifs fixés. Les participants ont suivi des exposés sur la vision 2030 du Forum politique de haut niveau pour le développement durable et les résultats attendus du programme national de la revue nationale volontaire des ODD, ainsi que la vision générale 2030 de l'Union africaine sur les objectifs du développement durable, en plus du cadre du suivi régional. Et toujours dans le sillage de l'actualité économique, la croissance accélérée et la prospérité partagée sont au cœur du livre que vient de publier notre compatriote Taleb Sid Ahmed Mbarak. Banque mondiale, État et société en Afrique, c'est le titre de cet essai qui est publié aux éditions universitaires européennes. Et avec nous ce soir, justement sur le plateau, l'auteur de cet essai pour discuter. Nous discuterons donc de croissance économique en Afrique avec Taleb Sid Ahmed. Taleb, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes actuellement conseiller chargé de la communication à la Banque maghrébine d'investissement et du commerce extérieur. Vous avez travaillé durant une dizaine d'années à la Banque mondiale en Mauritanie et à l'international. Alors, nous allons commencer. Banque mondiale, État et société en Afrique. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Merci d'abord pour votre invitation. C'est mon second ouvrage. Je le consacre essentiellement à cette complexe question de la lutte contre la pauvreté en Afrique et surtout en ce qui concerne la forte croissance que le continent a vécue durant les 15-20 dernières années, mais également les inégalités qui l'accompagnent. Donc c'est de façon globale cette complexité qu'il y a, et c'est à lutter contre la pauvreté dans un contexte où le continent a connu une prospérité, en tout cas en termes de chiffres l'ont montré. Vous l'avez dit d'ailleurs, le sous-titre du livre est « La croissance ne se mange pas ». Effectivement, je reprends une phrase qui est courante, que vous soyez à Abidjan, à Dakar ou dans les grandes capitales africaines, c'est ce que les Africains, en tout cas la majorité des Africains disent. Ils entendent tous les jours des chiffres annoncés par leur gouvernement sur la forte croissance, mais ça ne se traduit pas dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Et c'est cela le fond du problème. Nous avons une croissance à 2 chiffres dans certains pays, mais en même temps des inégalités qui explosent. Et c'est cela que j'essaie d'analyser dans le... Alors justement, vous êtes en train de nous rappeler donc les populations africaines ont besoin qu'on leur tienne un langage plus concret, loin des discours politiques et des discours des partenaires au développement. Oui, en fait, ce qu'il faut mettre sur la table, c'est qu'il faut arrêter, en tout cas, passez-moi l'expression, de berner les populations. Nous ne pouvons pas annoncer des chiffres quand on sait que sur le terrain, la réalité est tout autre. J'essaie simplement d'attirer l'attention des décideurs politiques sur le disconnect qu'il y a entre leurs paroles et ce qu'il y a sur le terrain. Vous allez aujourd'hui, si vous sortez, enfin, il y a une croissance, mais le problème c'est qu'elle est nichée dans les grandes villes. Et les personnes, les populations qui bénéficient de cette croissance sont connues. Ce sont des populations, c'est une élite qui est infiniment petite, c'est une petite bourgeoisie qui est nichée dans les grandes villes. Mais si vous sortez des grandes villes et vous allez surtout dans le monde rural, dans le monde paysan, c'est là où véritablement le visage hideux de la pauvreté, de la misère vous saute aux yeux. Loin de la croissance à 2 chiffres alors. Oui, effectivement, des pays comme la Côte d'Ivoire par exemple, où j'ai vécu pendant plusieurs années, ont affiché des taux de croissance de 8, 9 à 10%, surtout au sortir de la crise. Mais une étude de la Banque mondiale qui a été conduite en 2015-2016 a révélé que le niveau de pauvreté est resté encore alarmant, plus de 46, plus de 49%, c'est quand même extraordinaire. Une forte croissance de 10% à 12% et un taux de pauvreté qui ne s'est quasiment réduit que de 4% entre 2002 et 2016. C'est quand même assez...
Et pour ce qui est du contexte mauritanien aussi, c'est un peu... Mais écoutez, je viens comme vous, de suivre le journal tout à l'heure. J'ai entendu que le niveau de pauvreté se situe à 31%. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais de façon globale, là, si on prend le tableau général de la situation de la pauvreté en Afrique, la plupart des études sont... optimistes. Non, enfin, la plupart des études disent que le niveau de pauvreté sont légèrement au-dessus de 50%. Si ce n'est pas 50%, la moitié de la population en Afrique vit dans quasiment 50%, sont pauvres. Et ça, c'est ce qui est extrêmement terrible. Effectivement, à un moment où nous avons en tout cas une croissance qui est, à part excepté cette année 2016, 2019 et 2018, où le taux de croissance a légèrement commence à reculer, mais durant les 20 dernières années, nous avions une très bonne croissance, sauf qu'elle ne s'est pas, il n'y a pas eu de conséquences positives sur la réduction de la pauvreté, et ça c'est extrêmement terrible. Donc, vous abordez aussi dans ce livre la nécessité d'accélérer la fin de l'extrême pauvreté et la nécessité de repenser la nature de la relation entre la Banque mondiale et les pays clients. Vous avez bien mis pays clients entre guillemets. Oui. Alors il y a une question, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire aux téléspectateurs. C'est que nous avons la manie en Afrique de poser nos problèmes, de les transférer sur les autres. Effectivement, la Banque mondiale a pour mission essentiellement de lutter contre la pauvreté. Je ne suis pas en train de prendre leur défense, mais il faut à un moment être réaliste. Ce ne sont pas les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui appauvrissent l'Afrique. C'est la gouvernance, la malgouvernance sur le continent qui appauvrit l'Afrique. C'est le fait d'avoir complètement mis à côté les jeunes, les femmes, les personnes, en tout cas qui sont porteuses donc de nouvelles idées, de progrès. Et nous avons assisté ces dernières années à une explosion donc des taux de corruption et une mauvaise gestion des politiques de développement qui ne sont pas évaluées. Il n'y a pas de culture de résultat, il y a un leadership qui manque, qui n'est pas axé sur les résultats, comme dans les pays par exemple asiatiques qui ont suivi cette trajectoire de leadership axée sur les résultats, qui ont fait des réformes extrêmement importantes, qui ont permis donc non seulement de mettre fin à la pauvreté. Je vous donne un exemple assez très rapidement. La Chine, dans les années 60, avait quasiment des taux de pauvreté de 70%. Aujourd'hui, ils sont à moins de 10%. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, les Chinois ont mis en place des réformes structurelles sur le plan économique, sur le plan social, qui leur ont permis aujourd'hui d'être la deuxième économie au monde. Donc, cette thématique de l'aide au développement en Afrique, est-ce que vous comptez l'approfondir en prenant en compte le contexte mauritanien en particulier à l'avenir? Bon, moi, je brosse le tableau global. Je pense que la Mauritanie, enfin, on est dans la mondialisation, la Mauritanie n'évolue pas en dehors de toute l'Afrique. Donc, je pense qu'il y a une question qui est extrêmement importante aujourd'hui, que ce soit la Mauritanie ou les autres pays. Il y a un besoin de réformer profondément les économies. Il y a un besoin d'adapter le secteur de l'éducation par rapport aux réalités du monde. Il y a un besoin de revoir toutes les stratégies de développement et de les évaluer. Si on ne le fait pas, parfois, on va continuer à dire qu'il y a une croissance, à aligner des chiffres, alors que sur la réalité est tout autre. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Regardez aujourd'hui, depuis il y a une quinzaine de mouvements sociaux qui sont en train donc de s'activer sur le continent africain, que ce soit Filimbi en Guinée, au Congo, que ce soit il y a 5 ans, Y'en a marre au Sénégal à côté de nous. Les mouvements sociaux sont en train de porter les frustrations des populations. Pourquoi? Parce que tout simplement, la croissance que le continent a vécue ces dernières années ne s'est pas traduite dans la marmite, je le répète encore. Et cela risque d'avoir des conséquences extrêmement graves en termes de fragilité. Voilà, donc c'est la problématique. Voilà. Donc en fait, vous avez tiré la sonnette d'alarme avec ce livre. Oui, la sonnette d'alarme, mais également j'essaie donc de replacer les choses. Quand par exemple j'étudie la relation entre les institutions financières internationales et les gouvernants. Enfin, il y a une co-responsabilité, ça c'est vrai, mais il n'y a pas, ce ne sont pas eux ce ne sont pas elles, ces institutions qui sont responsables. J'essaie de jeter de nous. Bon, la Banque mondiale par exemple, elle a fait son meilleur plupart. Tout le monde aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, c'est que même dans le milieu académique,
les gens, on ne dit pas la vérité. Que, par exemple, le dernier plan d'ajustement structurel, il a été expérimenté dans les années 80. Ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas de plan d'ajustement structurel. La plupart des stratégies de développement sont faites en accord avec les gouvernements. Même les sociétés civiles, la société civile qui n'était pas incluse, aujourd'hui, elle participe à l'élaboration de ces stratégies. Le problème vient du manque de responsabilité sociale, le manque de redevance. Il n'y a pas de reddition de comptes. Il n'y a pas d'évaluation de ces politiques. Donc on injecte de l'argent, mais à la fin, on n'évalue pas. Et finalement, on se retrouve... voilà. Voilà, donc merci donc Taleb Seydi Ahmed d'être venu sur notre plateau. Vous serez donc l'invité de l'émission Les Échos du Sahel la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Le commandant de la MINUSCA, mission de l'ONU en Centrafrique, a salué la détermination du contingent mauritanien au cours de l'opération BECPA 2, dirigée à Bambari contre l'unité de la paix en Centrafrique. Le lieutenant général Bala Keïta a dit en substance « J'aimerais tout particulièrement saluer les efforts déployés par cette unité au cours des premiers jours de l'opération. Ils ont fourni aux unités d'assaut le soutien nécessaire pour reprendre le contrôle de la zone UPC. » Le commandant de la MINUSCA a rappelé à l'occasion que la situation sécuritaire en Centrafrique exige que les contingents militaires exercent leurs activités dans des conditions hostiles face à de multiples groupes armés et aux objectifs divers. Un compromis préliminaire a été conclu entre les parties en guerre au Yémen pour mettre en œuvre un arrêt des combats dans le port de Deïda, principale entrée maritime dans le pays. C'est ce qu'indiquent les Nations Unies dans un communiqué rendu public ce jeudi. Ce compromis est conclu en attendant des consultations supplémentaires des parties avec leurs dirigeants respectifs. Les deux camps se sont engagés à respecter le cessez-le-feu à Hodeïda, mais ils doivent encore approuver un accord préliminaire. Le retrait des belligérants d'Hodeïda avait été suspendu début janvier en raison des ambiguïtés sur la future gestion du port stratégique. Donald Trump a affirmé que la reprise à 100% des territoires tenus par l'État islamique en Syrie pourrait être annoncée la semaine prochaine. Face au retrait annoncé des États-Unis, le président américain tente de rassurer ses alliés réunis à Washington. Baba Karnam. En effet, le président américain a annoncé hier mercredi espérer la libération imminente de 100% des territoires jadis contrôlés par le groupe État islamique. Venu contrôler une réunion des pays membres de la coalition internationale anti-djihadiste, Donald Trump s'est montré soucieux de minimiser les conséquences de son retrait de Syrie. Il a également promis à ses alliés réunis à Washington de poursuivre le combat. Éviter la résurgence de l'État islamique, trancher le sort de ses combattants étrangers détenus en Syrie, dissiper les tensions entre Kurdes et Turcs, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la coalition internationale anti-djihadiste réunis par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo devaient faire face aux multiples casse-têtes créés pour autant. Les djihadistes qui restent peuvent être très dangereux. Ils ont encore de petites poches qui seront de plus en plus petites, mais peuvent être si dangereuses, a reconnu le locataire de la Maison Blanche, promettant de tout faire pour convaincre jusqu'au dernier membre de la folie de l'État islamique et défendre non-gens du territoire islamique radical. Avant lui, son secrétaire d'État avait déjà admis que l'État islamique restait une menace dangereuse et appelé les 74 pays et 5 organisations multilatérales membres de la coalition à réaffirmer l'objectif de la défaite définitive du groupe État islamique qui a lancé ces dernières années des attentats meurtriers en Europe depuis ses anciens bastions, notamment en Syrie. Et sport pour terminer, l'Italo-Suisse Gianni Infantino est le seul candidat à la prochaine élection de la présidence de la FIFA, la Fédération internationale de football, qui est prévue pour le 5 juin prochain à Paris. L'actuel président de la FIFA, au poste depuis février 2016, est donc assuré d'un deuxième mandat de 4 ans. L'une des premières mesures de Gianni Infantino après son arrivée à la tête de l'instance a été de faire passer de 32 à 48 le nombre d'équipes participantes à la Coupe du Monde. Cette mesure va entrer en vigueur dès l'édition 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. Assurance santé pour tous et création prochaine d'une chaîne parlementaire de mesures prises en Conseil des ministres commentées au cours du point de presse hebdomadaire des membres du gouvernement. Le taux de pauvreté est retombé à 31% pour la période 2008-2014. Une déclaration du ministre de l'Économie et des Finances à l'ouverture d'un atelier sur le développement durable en Mauritanie. Le commandant de la MINUSCA salue la détermination du contingent mauritanien au cours de l'opération BECPA 2 dirigée à Bambari contre l'unité de la paix en Centrafrique. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.